Salut, c'est le Doc, bienvenue pour une critique analyse de l'épisode 800, un épisode qui a été super agréable à regarder, par contre un épisode qui a été assez décousu car on a eu plein de choses qui viennent à droite et à gauche et surtout qui ne sont pas dans le même chapitre, ça je vais revenir juste après dans cette vidéo. Chose qui m'a surpris aussi dans cet épisode, c'est qu'il a été très très beau dans l'ensemble. Il y a seulement la partie de l'eau contre Doflamingo ou Treble qui a été un petit peu moyenne, mais dans l'ensemble c'était très très agréable à regarder et c'est justement ce qu'on va voir dans la critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 811. Comme dans tous les débuts de vidéo, là on va faire un petit parallèle justement entre le manga et l'anime. Normalement on a toujours un suivi du manga dans l'anime, c'est-à-dire que les épisodes correspondent souvent un chapitre égale un épisode, ou voire même que 3/4 d'un chapitre égale un épisode. Mais on a toujours une continuité dans le manga. Et là par contre avec cet épisode 811, on est vraiment parti à l'ouest, on est parti dans tous les chapitres. Par exemple, on va commencer par Bellamy qui aurait rebondi partout et qui parle justement à Luffy. Ça c'était dans le chapitre 770, un chapitre normalement qui avait été traité dans il y a à peu près 2 épisodes. Or, ce qu'on voit après quand elle commence à rebondir et qui commence à foutre un coup justement dans les abdos de Luffy, ça c'est quelque chose qu'on ne verra seulement que dans le chapitre 780, c'est-à-dire dans un chapitre qui est quand même plus loin normalement dans les épisodes. Pareil, le combat entre Law et Doflamingo et Treble, c'est pas quelque chose qu'on devait voir normalement dans cet épisode. C'était quelque chose qu'on devait voir normalement dans un épisode qui était bien plus loin parce que ça correspond au chapitre 780. Pareil, maintenant, le speech entre Zoro et Pika avec l'intervention justement de Isabello qui commence à faire des coups de poing, ça c'est quelque chose que normalement on aurait dû voir il y a 2 épisodes parce que ça correspond justement au chapitre 771 et c'était là où on avait justement le début du combat entre l'AOG et Esai. Et pareil, tout ce qu'on voit normalement là dans cet épisode, c'est-à-dire Cavendish qui est en train de faire le début du combat contre Gladius, normalement c'était ça l'épisode de la semaine. Ça correspond au chapitre 772 qui normalement aurait dû correspondre à l'épisode 811. Je sais pas si vous suivez un petit peu tout ça, mais contrairement à ce qu'on a d'habitude, c'est-à-dire un chapitre égale un épisode, là, dans cet épisode 811, on a eu plusieurs morceaux de chapitres différents faits dans un seul épisode. Alors pour pas trop s'en mêler les pinceaux, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre cet épisode chronologiquement. On va commencer tout d'abord par Zoro. Zoro, j'adore comment il le dessine dans tous les épisodes. Il a vraiment une belle gueule et en plus comme j'ai déjà dit avec son cossard, je trouve qu'il est encore plus badass que d'habitude. Donc on le voit faire quelques combats par rapport à Pika. Le passage que j'ai bien aimé justement c'est quand il se fout de la gueule de Pika par rapport à son rire. Ça a toujours le mérite moi de me faire rire. Et ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'on a le début d'une sorte d'intervention qu'on aura bien plus tard, c'est-à-dire qu'il est en train de parler avec Isabello qui explique que lui, il peut avoir son King Punch, mais c'est une attaque secrète, enfin c'est une carte maîtresse qu'il peut avoir seulement qu'une fois par heure, et là il dit en gros à Zoro, dis-moi où est Pika, puis je lui défonce la gueule, et là Zoro lui dit, moi je sais à peu près comment le combattre, je sais quel est son point faible. Par contre ta carte maîtresse, garde-le de côté, car avec Pika, vaut mieux être prévenant. Et ça c'est vraiment bon car ça commence à mettre quelques petits indices de quelque chose qu'on va voir plus tard. Et encore une fois, là je m'adresse à ceux bien sûr qui suivent le scan. Et s'il vous plaît, évitez de trop spoiler dans les commentaires pour ceux justement qui ne font que suivre que les vidéos. Après on arrive sur un passage pour moi qui est quand même très très important, c'est-à-dire que Diamantez contre justement Kyros, et j'ai oublié d'en parler justement dans l'intro, mais ça on est parfaitement dans le chapitre concerné, et j'ai vraiment adoré l'ondulation qu'il y a au niveau du terrain. J'ai trouvé ça vraiment magnifique et ça a vraiment apporté un plus à cet épisode au niveau de la qualité graphique qui est vraiment très très présente dans cet épisode. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend que que Diamante
comprend enfin qui est Kyros et que c'est justement le soldat qu'il avait vu et qui justement avait pris Scarlett dans ses bras et qui était parti avec. Et là maintenant, vu que Diamantès, vu que c'est un mec qui est quand même hyper sadique, il comprend maintenant que Kyros a vu la mort de sa femme et là maintenant il veut justement tuer Rebecca qui est la fille de Kyros pour que celui-ci pète les plombs et qu'il ait énormément de tristesse. Et encore une fois, on voit que Diamantès sous-estime complètement Kyros, ça c'est vraiment sûr, il ne fait que jouer avec, c'est vraiment quelque chose qu'on voit, et ça c'est vraiment très bon car on reprend une thématique très propre à l'Espagne, c'est-à-dire la tauromachie où le matador joue beaucoup avec le taureau tout au long de la entre guillemets je dirais mise à mort, où il lui envoie des pics et quoi que ce soit pour justement l'affaiblir et juste à la fin lui foutre le coup de fin. Et là c'est exactement repris avec Diamantès, c'est-à-dire qu'il s'amuse à lancer plein de pics à Kyros, il veut l'affaiblir, le faire vraiment s'énerver pour après lui foutre le coup fatal, et ça j'ai vraiment bien aimé. En plus on le voit beaucoup avec le fait de comment il utilise sa cape, il l'utilise par rapport à son fruit de l'étendard, où il peut justement rendre quelque chose complètement dur ou le faire complètement onduler comme un drapeau ou comme un étendard. Pareil, le coup du fouet de son épée qui est une rapière je crois, et après qu'il l'utilise comme un fouet et qu'il l'envoie à l'attaque pour après la faire bifurquer au dernier moment pour attaquer Rebecca. J'ai trouvé ce passage vraiment excellent, c'est super beau. J'adore aussi Kyros quand il est vraiment énervé, qu'il a plus de pupilles, qu'on voit seulement que ses yeux blancs. C'est vraiment excellent. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à cette partie, et ce qui m'a vraiment aussi ému, c'est qu'on voit Kyros qui est en train de s'excuser par rapport à Rebecca, le fait qu'il lui a appris à combattre, parce que vu que lui il a été enjoué, il n'a pas pu la protéger. Et encore une fois il y a toute cette thématique, il y a toute cette chose entre Kyros et Rebecca, et même si j'aime pas Rebecca, ça vous le savez assez souvent vous qui regardez mes vidéos, j'ai trouvé ce passage assez touchant et vraiment très bien mis en scène. Après on a eu un petit passage avec Sabo très anecdotique, où il vient justement aider des personnes qui ont des décombres qui leur tombent sur la gueule, et aussi de voir un mec, un ancien combattant du Colisée, qui explique justement qu'il y a tous les blessés qui sont prisonniers en dessous des décombres justement du Colisée, et Sabo va aller les aider, et après on le voit se retourner justement vers le haut du palais et parler de Luffy, et on arrive vraiment dans un passage très important de cet épisode, c'est-à-dire la confrontation entre Bellamy et Luffy, et en plus ça tombe bien parce que c'est le titre de cet épisode. Et justement on arrive sur ce passage de Bellamy et Luffy, et c'est surtout le speech de Bellamy qui est vraiment bizarre. Je sais que quand je l'avais lu dans le manga, il avait vraiment posé une très grande ambiguïté, c'est-à-dire qu'on ne savait pas vraiment quoi penser de Bellamy. Bellamy se rend enfin compte qu'il a suivi la mauvaise personne, que Doflamingo ce n'était pas la personne qu'il devait suivre depuis le départ. Mais par contre, comme il dit, même si c'est un idiot, les idiots ont des principes, et il ne peut pas abandonner Doflamingo, car s'il abandonne Doflamingo, il abandonne ce pourquoi il s'est battu pendant plusieurs années, et il renie en un sens son passé, et il renie ce qu'il est vraiment au fond de lui. Et ça pour moi c'est très important. Mais on voit quand même que dans sa tête il commence à changer de vue, et il commence à se rapprocher de Luffy, car il remarque que Luffy il a cette bonté de cœur, il l'a depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il est en train de se rappeler ce qui s'était passé justement à Moncton, quand il avait expliqué que les mecs qui ont des rêves, c'est complètement idiot. En un sens, c'est bien ce qu'il dit, parce qu'il dit que beaucoup de personnes se sont focalisées sur le rêve et sur le trésor d'avoir le One Piece, et ça, ils sont tellement aveuglés par cette grosse chose qu'ils ne remarquent pas tous les petits trésors ou toutes les joies qu'ils peuvent justement avoir à côté. Et en un sens, ça, on ne peut pas le renier, ce fait que on peut parfaitement être omnibulé par une chose et voir tout ce qui peut être merveilleux à côté. Et là en un sens il voit Luffy comment il a été, puisqu'il n'avait pas levé la main dessus vu qu'il s'était fait complètement insulter dans le bar, et là il remarque que Luffy c'est quand même une bonne personne, et c'est peut-être la personne qu'il aurait dû écouter à cette époque. Et en un sens, d'aller le combattre et de lui foutre un coup de poing dans le bide et de chercher à faire sortir justement Luffy hors de ses gonds, c'est peut-être une rédemption qu'il est en train de trouver par rapport à Luffy. Et si Luffy le tabasse et le fout complètement KO, en un sens ça va peut-être remettre les pendules à l'heure, et ça va peut-être marquer une grande coupure au niveau de Bellamy, et à partir de là Bellamy pourra tout simplement faire autre chose et reprendre une vie sans être sous le contrôle vraiment
de Doflamingo, vraiment faire une croix sur son passé. Moi c'est tel que je le vois vraiment ce speech, et pour moi c'est super important. Pareil, je vais revenir à la fin de cette vidéo, bien sûr si j'ai le temps vu que je suis limité à 15 minutes, mais on a vu que le passage avec Bellamy, il y en a un aux alentours de 14 minutes et il y en a un autour de 20 minutes, et les deux façons dont ils ont été traités graphiquement est totalement différente. Et là on va arriver justement sur la dernière partie où on a le combat de l'eau contre Doflamingo et Trébol, partie que je n'avais pas vu venir du tout, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose normalement qui aurait dû être pris, qui aurait dû être fait normalement dans des épisodes bien plus tard, et c'est aussi pour moi la partie la moins bonne de cet épisode, car au niveau graphique elle est quand même assez moche par rapport à ce qu'on a eu par exemple par rapport au combat de Kyros contre Diamante. Ce qu'on voit c'est que l'eau est complètement hors circuit, la perte de son bras lui a vraiment fait du mal, et comment dire, on voit vraiment que Doflamingo et Trébol sont en train de jouer avec lui. Il y a quand même un dernier regain d'énergie par rapport à l'eau quand il fout son dernier coup et qu'il prend son katana, qui le plante dans son pied, et celui-là de Doflamingo pour lui faire un counter choc. Et d'ailleurs cette partie m'a rappelé quelque chose. Pour vous qui connaissez Hokuto no Ken, Ken le survivant, à l'époque du club Dorothée, il y avait eu un passage qui m'avait marqué à l'époque. C'était justement quand Toki combattait contre Rao et lui avait pris une sorte de petit trident, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle le nom, et elle l'avait justement planté dans son pied pour que Rao ne puisse pas partir et qu'il puisse l'attaquer. J'ai trouvé la façon de faire ces deux attaques, celle de l'eau et aussi celle de Toki assez semblable, et c'est peut-être justement un petit clin d'œil par rapport à l'un des grands moments justement de Ken le survivant. Bref, tout ça pour dire que l'eau est vraiment dans une très mauvaise posture, et c'est sûr qu'on va avoir besoin de l'arrivée de Luffy pour justement venir aider l'eau. Vu qu'il me reste encore un petit peu de temps dans cette vidéo, je voudrais vous parler justement de l'animation, car j'ai trouvé qu'il était vraiment bon pour un épisode qui est censé être un épisode de transition. Les épisodes de transition normalement n'ont pas une belle animation, normalement ça doit être quand même assez dégueulasse, et je trouve que là c'était quand même assez beau. Et je voudrais aussi je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, vraiment accentuer là-dessus, c'est le combat de Bellamy justement contre Luffy. Il y en a deux, c'est-à-dire qu'il y a un premier passage qui est à 14 minutes et il y a un autre passage qui est à 20 minutes, et quand on analyse ces deux passages, on peut remarquer qu'il y a une différence au niveau de l'animation, c'est-à-dire que ces deux passages-là ont été faits par deux animateurs différents. Le premier, vous pouvez remarquer que quand ça bouge dans tous les sens, les traits sont beaucoup plus gros, on voit un petit peu la silhouette de Bellamy quand il se déplace, et on remarque aussi qu'il y a beaucoup de fumée et qu'il y a beaucoup de déplacement dans le vent, alors que le passage qui est à 20 minutes, là c'est un peu plus statique, c'est-à-dire qu'on voit surtout les traits, mais on ne voit pas la silhouette de Bellamy quand elle se déplace. C'est plus statique, je dirais, et ça c'est quand même assez important à remarquer, car ça montre vraiment que un épisode n'est pas quelque chose qui est fait que par un seul animateur, mais c'est fait par plein d'animateurs, et c'est pour ça souvent que la qualité peut varier d'un passage à un autre. Mais ça bien sûr je compte vous faire un jour un petit dossier là-dessus pour vraiment tout vous expliquer, l'animation dans les épisodes de One Piece. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Normalement j'ai essayé de mettre quelques petits passages avec des copyrights pour voir si ça marche. Comme je vous avais dit dans mon autre vidéo, je vais faire quelques essais pendant que cette chaîne fonctionne encore. Je profite aussi pour vous dire que vous avez été nombreux à me demander si j'avais un Facebook et si j'ai un Twitter. Oui, j'ai bien un Facebook et un Twitter, et c'est marqué justement dans la description. Et si un jour je dois bien sûr changer de chaîne, ou si ma chaîne est fermée par YouTube, il me laisse quand même 7 jours pour pouvoir prévenir mes abonnés. Donc vous inquiétez pas, vous arriverez facilement à me retrouver sur YouTube, et tout simplement, vous inquiétez pas, vous avez juste qu'à taper le doc un jour et vous me retrouverez, ça c'est sûr et certain. Comme d'habitude, maintenant cette vidéo est terminée, j'espère que vous aurez bien apprécié. Si c'est le cas, likez, partagez, parlez-en autour de vous, laissez des pouces bleus, laissez des commentaires, et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!